Bonjour à tous, merci beaucoup de nous retrouver sur France 3 Limousin pour le tout dernier numéro de Dimanche en politique. Pour cette saison, c'est avec un grand plaisir que nous avons quitté nos studios de Limoges. Et regardez dans quel cadre magnifique nous sommes. Nous sommes à Collonges-la-Rouge, en Corrèze, où la saison touristique a débuté depuis déjà quelques semaines. Ça n'a pas été simple puisqu'il y a eu de la pluie. On va tout de suite aller retrouver un commerçant du village, Nicolas Serrac, qui vend des produits régionaux. Bonjour, comment se Bonjour. passe ce début de saison? Le début de saison était un peu hésitant en avril, mais après, mai a été plutôt bien malgré la météo. Et juin est très bien également. Donc mieux que l'année dernière et que les autres années. Donc on est content. Et puis la météo, là, il fait chaud, il fait beau, il fait pas trop chaud même ce matin, donc c'est agréable. Et voilà. Et les touristes répondent présents? Les touristes sont là. Oui, on a pas mal d'étrangers, pas mal d'anglais, de hollandais, belges. On a beaucoup de Canadiens cette année. Je sais pas, il y a un flux de Canadiens et des Américains et toujours assez peu d'Allemands, mais un petit peu quand même. Eh ben, on vous souhaite une bonne saison, Nicolas Serrac. Merci, Merci beaucoup merci. à vous. Vous aurez donc compris que ce matin, nous allons parler de tourisme, et notamment des nouvelles formes de tourisme, comme le géocaching, comme les séjours participatifs, comme les habitats insolites. C'est parti. Et on continue à vous faire découvrir ce magnifique patrimoine de Collonges-la-Rouge, l'église du Prieuré Saint-Pierre que vous venez de voir à l'instant, et puis la halle couverte qui est là juste derrière nous, qui plaît beaucoup aux touristes. On va retrouver Madame le maire de Collonges, Pauline Fender. Bonjour. Bonjour, Merci beaucoup de nous accueillir chez vous. c'est avec un grand plaisir. Et c'est toujours le même plaisir renouvelé pour vous chaque matin de redécouvrir ces lieux. Tout à fait. Et en étant ici depuis toujours, on arrive toujours à découvrir des choses qu'on n'a pas vues. Alors on voit qu'il y a déjà beaucoup de touristes, hein. Il y en a qui Oui. viennent de passer ici, il y en a qui sont dans l'église. Est-ce qu'on sait aujourd'hui qui sont les touristes qui viennent à Collonges, d'où ils viennent? Est-ce qu'ils restent longtemps sur la commune? Les touristes viennent d'un petit peu partout, Pays de Loire en particulier, nord de la France aussi, le sud maintenant, donc les étrangers également. On voit beaucoup d'Espagnols qui arrivent et qui remontent maintenant vers chez notre nous. belle Corrèze. Notre belle Corrèze. Et ce village emblématique de Collonges-la-Rouge, bien entendu. Alors justement, quand ils viennent ici, ils restent longtemps, ils consomment beaucoup d'artisanat, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de boutiques ici. C'est vraiment un atout pour la commune, ça. Je pense que ça, c'est un atout. Sachant que cette commune était essentiellement agricole, et dans les années 60, ça a basculé vraiment dans le tourisme, l'artisanat, les boutiques, les restaurants, qui contribuent à l'économie locale, si vous voulez, puisqu'ils emploient du personnel, des gens, donc ça fait tourner l'économie, et on en est ravis. Alors on dit souvent, finalement, hors saison, il n'y a pas beaucoup de gens qui habitent à Collonges, tout le monde vient juste pour les vacances. Est-ce que c'est vrai ça? Non, non. Je vous dis tout de suite, nous sommes un village vivant, 480 habitants à l'année, donc c'est important. Effectivement, si on se concentre dans le bourg de Collonges, il y a peu d'habitants. Du fait que ce village est classé, il y a beaucoup moins d'habitations, si vous voulez. Alors c'est un village classé, c'est un village où il fait chaud, on sent déjà la chaleur, on sent le soleil. Je vous propose de nous déplacer, on va aller tout de suite vers le magnifique platane qui se trouve là-bas à quelques mètres d'ici. Justement, quand on est maire d'un village comme celui-là, avec un patrimoine très important qui est classé, c'est pas être maire d'une commune comme les autres, il y a beaucoup de contraintes, je suppose. Tout à fait, tout à fait. Nous avons des contraintes, ne serait-ce qu'avec le personnel communal. Nous devons être ouverts tous les jours, dimanche, jour férié. Et c'est important d'avoir du personnel pour l'entretien de ce village, le nettoyage des toilettes, les choses comme ça, la gestion des parkings également, parce que nous avons des parkings qui sont sous barrière maintenant. Et ça, c'est il y a important toujours- comme il y a source de toujours- revenus, par exemple, pour la commune. Mais pour nous, c'est important. On avait besoin de ça parce que nous sommes une petite commune, donc avec des petits moyens, les touristes, je vais dire quelque chose qui va peut-être pas plaire, mais nous coûter, si vous voulez. Donc en entretien, en nettoyage, en personnel communal. Donc maintenant, avec la gestion des parkings, ils contribuent un petit peu à l'aménagement. Et vous voyez, on a fait ici un plan d'aménagement de bourg. Cette place a été restaurée il y a 1 an, simplement. Et c'est quand même, ça nous fait une bouffée d'oxygène, on va dire. Alors, Collonges, c'est un des plus beaux villages de France, hein, c'est marqué sur le panneau à l'entrée de la commune. Et puis, c'est aussi ici qu'est née cette notion de Tout à plus beau fait. village. Oui. Racontez-nous un peu ça. Alors, cette association est née ici en 1982, donc à l'initiative de l'ancien maire Charles Serac,
qui était là. Donc il a envoyé, il voyait tous ces villages aux alentours dans notre territoire qui périclitaient, si vous voulez. Et maintenant, il a lancé comme une bouteille à la mer une lettre. Et il a été étonné du retour. Et cette association s'est créée ici même, là, en 1982. Le siège social est toujours ici. Et ici, on est bien entouré par de nombreux villages. Et ça a tout changé, je suppose, d'avoir un label comme celui-là. Les touristes ont afflué. Cette association a démarré avec une cinquantaine de villages. Maintenant, c'est 157 villages qui sont classés. Et ça nous amène beaucoup de notoriété. Les touristes font le tour de ces plus beaux villages de France, si vous voulez. Alors, vous parliez de notoriété, vous m'avez dit en préparant cette émission, dès qu'il y a un passage télé, comme le nôtre par exemple, mais comme d'autres, il y a un effet immédiat sur les visiteurs. Sur la fréquentation, les gens disent « Oh, on a vu Collonges, c'est joli, on va y aller ». J'en profite pour saluer les élèves de l'école de Collonges qui sont là et qui profitent de l'enregistrement pour découvrir un peu ce que c'est qu'une émission de télé. En un mot, on va parler de géocaching dans la deuxième partie de cette émission. Il y a des caches ici. Est-ce que ça fonctionne? Vous le voyez chez les touristes? Ça fonctionne bien. On m'a dit dans les territoires autour, Noyac, Curmont et tout, je crois que ça fonctionne très bien. Nous avons aussi quand même des vidéo-guides qui a été initié par la région Limousin, justement. Donc, qu'on peut télécharger, si vous voulez, et qui font la promotion de ce Limousin en particulier et de Collonges en particulier. Nous avons des visites aussi avec Braille et Culture pour les non-voyants, les malvoyants et les non-voyants. Actuellement, on a un projet de sentier, qu'on appelle le Sentier des Sources, qui était l'arrivée de l'eau à Collonges, donc qui est arrivé très tard ici, dans les années 56-57. On voit que vous avez plein de projets. En un mot, qu'est-ce qui va se passer cet été à Collonges? Il faut en profiter? Il faut en profiter. Donc je vais commencer avec les théâtrales. Les théâtrales en plein air, sur la place du Lavoir, ici. Ce sera leur 28e saison. Donc avec un programme assez détaillé qu'on pourra vous donner tout à l'heure, si vous voulez. Oui. Donc ensuite, on aura de juillet, donc du 17 juillet, 6 représentations. Oui. Ensuite, la fête du pain, le premier week-end d'août. Ça, c'est une tradition aussi. C'est une tradition ici qui perdure depuis les années 73. Et on imagine qu'il y a beaucoup d'autres animations qu'on pourra retrouver notamment sur votre site ou sur le site de l'Office du tourisme. Merci beaucoup, Paulette Fender. Je vais peut-être continuer parce qu'il y a encore quelque chose, une manifestation très importante le 15 août sur les arts plastiques, la fête de la peinture et des arts plastiques. Très bien, merci beaucoup de nous avoir signalé ça et merci de votre accueil. On va reparler dans un instant de géocaching, je vous le disais, mais d'abord on va découvrir ensemble quelques chiffres sur le tourisme. On dit souvent que la Nouvelle-Aquitaine, c'est la plus grande région de France. C'est vrai, c'est la première région agricole, mais c'est aussi la première destination des touristes français. Sur 28 millions de visiteurs l'an dernier, 24 millions étaient français. Le Limousin profite-t-il de cette manne touristique? Comment se situent la Creuse, la Corrèze et la Haute-Vienne? Élément de réponse avec le commentaire d'Audrey Payas. Ouverture à l'international, plus de locations et une augmentation des arrivées par avion. Le tourisme en Limousin se porte bien et le territoire attire de plus en plus d'étrangers. Les arrivées de touristes internationaux en camping sont en nette progression, plus 4,5%. Parmi eux, une majorité d'Allemands, de Britanniques, mais aussi d'Espagnols. Le marché hispanophone a fait un bond de 74% par rapport à 2016. Côté transport, l'aéroport de Limoges enregistre une hausse de 6% en 2017 sur les arrivées, notamment grâce à l'ouverture de la ligne avec Londres-Gatwick. Enfin, le tourisme français, lui, se maintient, progression plus modérée de 0,5% en camping et de 4% en hôtel. En tête des lieux les plus visités, le village martyr d'Oradour-sur-Glane, en Haute-Vienne, et les jardins de Colette en Corrèze, avec plus de 27 000 visiteurs en 2017. La Creuse n'est pas en reste, carton plein pour le parc animalier des Monts de Guéret. Il vient de dépasser le seuil des 50 000 entrées. Et nous sommes toujours à Collonges-la-Rouge, en Corrèze, sous ce magnifique platane. Je suis en compagnie de Sophie Marnier. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être venue jusqu'à nous. Vous êtes chef de projet Terra Aventura au comité régional du tourisme Nouvelle-Aquitaine. Et Laurent Crémont, bonjour à vous. Bonjour. Vous dirigez notamment les collines de Sainte-Féréole, un site d'hébergement avec des gîtes semi-enterrés, éco-labellisés. Alors on va commencer avec vous, Sophie Marnier. Terra Aventura, c'est le gros succès issu du Limousin, étendu à la Nouvelle-Aquitaine. On va rappeler quelques chiffres. 30 parcours lancés en 2011. Aujourd'hui, on en est à 300 sur la Nouvelle-Aquitaine. 280 000 joueurs l'an dernier et des provisions mirobolantes pour 2018. On peut dire plus 137%.
c'est un vrai succès limousin, on peut dire ça. Ouais, c'est un vrai succès limousin, on peut vraiment le dire, avec, vous l'avez dit, 280 000 joueurs en 2017. C'était franchement inespéré quand on a commencé. On ne s'attendait pas à ça. Et là, les prévisions pour cette année sont sans doute autour de 500 000 joueurs, donc on espère. Et puis notre plus grande fierté, finalement, c'est d'avoir fait découvrir plein de lieux, comme ici, à Collonges, ou dans des endroits encore différents, peut-être un peu moins touristiques, parce que c'est notre valeur, quoi. Et alors justement, on va rappeler le principe pour ceux qui sont rares sûrement, à ne pas connaître ce principe. Mais donc c'est une appli gratuite qui permet de faire des chasses au trésor dans des lieux qu'on ne voit pas forcément. C'est ça, ce qu'on nous dit tout le temps, parce que donc, vous téléchargez l'application sur votre mobile, et vraiment notre principe, c'est, et on a des retours comme ça de joueurs qu'on adore, c'est nous dire, si on n'avait pas eu Terra Aventura, on n'aurait jamais été sans doute à cet endroit-là, et on a été ravis de découvrir ce site. Et c'est ce qui nous fait le plus plaisir, c'est de vraiment vous faire découvrir des lieux insolites, patrimoniaux, et puis plein de petites choses, des anecdotes, des légendes, et c'est vraiment la marque de fabrique de Terra Aventura. Laurent Crémont, vous avez des clients qui pratiquent le géocaching ? Oui, tout à fait, puisque nous, à l'accueil, donc on renvoie sur l'application. Alors, nous, depuis l'ouverture du village, on travaillait avec des GPS, et depuis que l'application s'est mise en place, on met en valeur l'application. Alors, il faut rappeler donc que c'est gratuit, que c'est disponible en anglais aussi, oui, qu'on peut jouer hors réseau. C'est important à savoir. Important. Comment vous choisissez vos parcours ? Parce qu'on a vu qu'il y en a 300 aujourd'hui. Vous avez exploré tout le territoire de la nouvelle grande région. Aujourd'hui, on a à peu près 120 partenaires, des offices de tourisme, et on s'appuie sur les offices de tourisme de l'ensemble de la nouvelle région. Donc, on fait un appel à projet, on leur demande ce qu'eux aimeraient en fait nous faire découvrir. Et ce qu'on essaye de leur dire dans le message, c'est faites-nous découvrir ce que vous aimez faire découvrir à un bon ami. En fait, on est vraiment dans cette logique-là. Et les offices de tourisme nous répondent, on regarde un peu les dossiers de candidature, et une fois qu'on est OK sur le dossier de candidature, on part et on va faire le repérage, on va raconter l'histoire, etc. On se dit que c'est un loisir familial qui plaît aux enfants parce que c'est de la chasse au trésor, mais pas que. C'est ça. Donc il y a 72% de nos joueurs qui sont quand même des familles avec des enfants qui ont entre 7 et 11 ans majoritairement, mais aussi des plus petits et des ados. Les ados, on ne sait jamais trop quoi leur faire faire. Et la chasse aux poils, ils aiment bien. Et puis après, on a donc le reste qui est plutôt des couples, et des jeunes couples et des couples seniors aussi. Vraiment, c'est pour tous les goûts en fait. Alors cette émission s'intitule Être touriste autrement. Le géocaching, c'est un bon exemple. L'écotourisme aussi. Ça, c'est votre créneau, Laurent Crémont. Oui. Les collines de Sainte-Féréole, on l'a vu, ce sont des maisons semi-enterrées, hein, c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a de plus écolo chez vous que chez les autres ? Très bonne question. Je vous remercie. Donc on essaye vraiment, le concept en lui-même l'objectif c'était d'intégrer l'environnement dans tout son fonctionnement. Donc avec des gîtes semi-enterrés, donc en termes d'isolation. Avec des baies vitrées orientées plein sud. C'est-à-dire qu'ils sont passifs quasiment, pas tout à fait. Pas tout à fait. Mais pas loin. Il y a 10 ans, c'était le début. Mais on n'est pas très loin. Après, avec des baies vitrées orientées plein sud, avec une certaine intimité entre chaque gîte, puisqu'il n'y a pas de vis-à-vis. On est sur une forme en escalier. Il y a une prairie fleurie tout autour, puisqu'on est sur quasiment 4 hectares. Toutes les terrasses des gîtes sont enherbées. Donc on passe régulièrement pour tondre, pour que ça soit propre. Ensuite, au niveau, tout ce qui est lié à l'eau, on a des économiseurs pour le consommer moins, le moins possible, disons. Voilà, tout ce qui est lumière, on travaille sur des LED. Et ensuite, tout ce qui est volet déchets aussi, on a un gros volet sur la gestion des déchets, puisqu'on compostage, j'imagine. Compostage, tri sélectif. Et alors donc c'est aussi l'occasion d'informer ou de former nos publics. Et justement, ça correspond à une demande de vos participants, de vos locataires, on peut dire. Voilà. L'idée, c'était vraiment de faire venir une clientèle qui était déjà sensible à la partie environnement, et donc de former aussi sur d'autres pratiques. Donc là, il y a un volet qu'on voudrait, qu'on fait déjà, mais on va essayer d'améliorer. C'est tout ce qui est contact avec le milieu agricole,
Donc il y a un drive fermier qui est à Sainte-Féréole. Donc c'est de valoriser le drive fermier. Travailler et la en production réseau, agricole. quoi. Travailler en réseau. Vous proposez aussi des activités qui ont toujours cette coloration proche de l'environnement, respectueuse de la nature? Tout à fait. Alors l'été ou même sur les printemps, sur les vacances de printemps ou de Toussaint, on propose des sorties nature, des ateliers bricolage en réutilisant des matériaux. On fait également... alors là, on s'oriente plus sur le bien-être, mais le tai chi, du massage à domicile, quoi, dans nos gîtes. Donc voilà, on essaye de mettre tout ça en lien. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ce créneau-là, il permet de remplir une structure aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, on remplit le village. On peut toujours faire mieux, ça c'est clair. Mais il faut toujours aller chercher des nouveautés et aller chercher un peu et développer ce réseau qui est important. Alors on parle de retour à la nature, parfois sans technologie, de cabane, ça c'est quelque chose qui fonctionne bien. Sophie Marnier, vous qui travaillez au CRT, vous constatez aussi qu'il y a une évolution des pratiques. On n'est pas touriste pareil aujourd'hui qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans? Oui, c'est clair qu'aujourd'hui, on est touriste, on a des valeurs et on veut, tout au long de l'année, on a ces valeurs-là et en vacances, on a aussi envie de pouvoir poursuivre son chemin en fait. Et je crois que l'écotourisme a encore un bel avenir devant lui avec des hébergements peut-être, des activités douces, enfin Joie dans Terra Aventura. C'est vraiment aussi notre créneau, c'est on a mis en place un Zécolo, on est vraiment dans cette dynamique-là de sensibiliser à l'environnement, de sensibiliser au patrimoine, de sensibiliser au paysage et à la fois de le protéger quelque part. Alors question à tous les deux, le Limousin il n'existe plus administrativement, mais est-ce que c'est encore une marque au niveau touristique? On part en vacances en Limousin ou c'est plutôt en Corrèze, Laurent Crémont? Vos touristes, ils connaissaient avant la région avant de venir pour la première fois? Alors, oui et non, c'est difficile Ça en dépend. fait. Alors on a des bassins clientèle, je dirais, qui sont naturels en fait. En Limousin et Corrèze, on est à peu près sur la même. Donc le bassin parisien, après tout l'ouest de la France, Normandie, Bretagne, Vendée et les gens du Nord. Alors après, par rapport à la clientèle qu'on peut avoir sur le village de Gite, on a une clientèle de l'est de la France, les Alsaciens, les Allemands. Parce qu'ils sont déjà sensibles à l'environnement et je pense que c'est l'accroche. Cette clientèle-là, on l'a parce que on est à Sainte-Féréole et on travaille sur l'environnement. Voilà. Alors, il y a quelques... Après, allez-y. Par rapport à la clientèle, je pense que voilà, c'est et la clientèle du Nord qu'il ne faut pas oublier. On a vu il y a quelques semaines, il y a eu des Instagrammeurs qui se sont réunis en Corrèze, qui sont venus photographier la région. Ça, pour un comité régional du tourisme, c'est un créneau évidemment qu'il faut investir. On sait que c'est 1 milliard quasiment d'utilisateurs. Instagram aujourd'hui, c'est là qu'il faut faire connaître la région aussi, Sophie Marnier. Donc par exemple, à Bordeaux Fête le Vin, le week-end dernier, on a accueilli des blogueurs étrangers aussi. Et c'est vraiment aujourd'hui une démarche qui est assez naturelle dans les comités régionaux du tourisme et dans les ADT, les départements, donc les agences de développement touristique. Et c'est vraiment quelque chose de très fort. Et c'est vrai qu'en Corrèze, on peut noter vraiment l'investissement de l'agence de développement touristique dans ce domaine-là. Ils sont très très bons. Alors Laurent Crémont, vous avez une deuxième casquette. Vous êtes directeur du camping du lac du Causse. Oui. Et là, votre clientèle, c'est sportif. C'est Voilà, vraiment un marché, on peut dire, qui augmente pour vous. Voilà, on est plus sur une clientèle sportive puisqu'il y a le lac à proximité. On est au bord du lac, on va dire, avec la base nautique, avec des compétitions nationales, voire internationales. La ministre des Sports, elle est venue il y a peu chez vous. Aujourd'hui vendredi, mais on est diffusé dimanche. Oui, voilà. Oui, tout à fait. Et ça, c'est une reconnaissance pour vous aussi. Tout à fait, tout à fait. Avec compétition début juillet, vous avez les championnats de France d'aviron. Donc c'est une clientèle qui est intéressante puisqu'en fait sur l'ensemble du site et voire même sur le bassin de Brive, vous avez un impact économique qui est pas négligeable au niveau de l'hôtellerie puisque en fait pas mal de structures seront pleines grâce à cette compétition. Donc on l'a vu pour les ISDE aussi il y a peu. C'est l'événement qui amène aussi le touriste, quoi, finalement. Tout à fait. Et ça a un impact après sur la continuité. C'est-à-dire qu'en fait, un événement a un impact sur 2-3 ans, voire plus, sur la fréquentation des hébergements et de la région, puisque c'est un moyen de faire connaître le secteur.
Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Dans un instant, on va parler de l'hôtellerie de plein air, mais avant, on va justement, vous en parliez, voir un bon exemple de cette nouvelle clientèle sportive. Un reportage qui a été tourné au lac du Causse, donc par les équipes de France 3 Pays de Corrèze. C'était pendant les vacances de printemps, 300 jeunes Anglais s'entraînaient là aussi à l'Aviron. Reportage de Laetitia Théodore et Jean-Sébastien Tingot. Sur les eaux du lac, difficile de ne pas les remarquer. Ces jeunes rameurs anglais ont entre 14 et 18 ans. Le temps d'une semaine, le lac devient leur terrain de jeu. C'est la 4e année qu'on vient ici. L'endroit est fantastique. La plupart du temps, il fait beau. Chez nous, on n'a pas de lac adapté parce qu'on a besoin de 6 lignes d'eau pour s'entraîner en conditions de course. Donc ici, c'est parfait. En plus, l'hébergement est idéal et la nourriture délicieuse. Durant les vacances de Pâques, 350 jeunes Anglais vont se succéder ici pour des stages d'aviron, de quoi donner le sourire aux responsables du camping qui surplombe le lac. Tous nos chalets, les 20 chalets du camping et les 25 gîtes sont réservés. En 15 jours, le site va enregistrer 1360 nuitées, une affluence inespérée à cette période de l'année. S'il n'y avait pas ça, effectivement, on a toujours des camping-cars puisqu'on est à un croisement autoroutier qui viennent et qui fréquentent le site. Mais on aurait une dizaine de camping-cars tous les soirs en arrivée, mais pas plus, les hébergements. 45 hébergements loués, c'est vraiment une aubaine. Ça remplit complètement cette période creuse. Le sport, une nouvelle perspective pour le tourisme corrézien. Prochainement, le lac accueillera une sélection de triathlètes africains, de quoi étoffer sa renommée. Et nous sommes de retour sous le magnifique platane de Collonges-la-Rouge, magnifique village de Corrèze. On parle de tourisme aujourd'hui pour ce dernier numéro de Dimanche en politique. Et j'accueille Lisa Van Brie. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directrice du camping du Coiroux à Aubazine, membre de la fédération de l'hôtellerie de plein air du Limousin. On vient de voir un reportage sur les sportifs qui investissent les campings. On sait que les chiffres sont excellents au niveau national, plus 7% de fréquentation en 2016, plus 5% en 2017. Est-ce que c'est le cas chez vous aussi ? Oui, c'est le cas également. Alors, qui vient chez vous Alors, chez nous, c'est un mélange, en fait. Tout dépend de la saison. En basse saison, on va avoir du passage, donc beaucoup de personnes étrangères, anglais, néerlandais, allemands, quelques Français qui sont de passage, donc avec leur camping-car, leur caravane. On fait également des locations de salles, donc on peut avoir des cousinades, des événements sportifs également, liés aux actualités dans la région. Et puis ensuite, en haute saison, ce sont les familles. Alors vous faites partie d'une chaîne, on vous voit sur votre t-shirt, la chaîne Campéole. C'est pas le cas de toutes les structures, effectivement. Pour vous, c'est un avantage d'avoir une structure de poids comme ça derrière vous ? Bien sûr, pour nous, c'est un avantage puisque ça donne une visibilité nationale et internationale. Vous êtes référencé, en fait. Tout à fait. On a un catalogue qui sort, on a une équipe marketing avec nous et puis on fait des salons également à l'étranger. Parce qu'il y a certains responsables de camping qui nous disent que c'est pas évident en ce moment, il y a beaucoup de contraintes, la saison se réduit. Vous le constatez, vos collègues vous en parlent ? Oui, c'est vrai que la saison se réduit et globalement, je pense que oui, pour des personnes qui sont seules sur leur camping, il faut absolument avoir le soutien d'une fédération justement pour tout ce qui touche au marketing, les salons et puis également tout ce qui touche aux normes qui deviennent de plus en plus contraignantes. Alors justement, il faut avoir des normes de quoi dans un camping ? Sécurité, accès handicapé, ce genre de choses-là ? Voilà, oui, il y a tout le panel accès handicapé, mais comme sur les communes, ça pèse sur les petits campings. Ensuite, un calendrier de travaux a été mis en place, donc ça permet d'étaler les investissements. Au niveau des normes, oui, on est de plus en plus soumis à des contrôles qui ont pour but la sécurité des vacanciers, donc il ne faut pas passer outre. Mais c'est vrai qu'il faut être très vigilant, ça change tout le temps et d'être soutenu pour ça, c'est mieux. Alors, on parle des touristes autrement pour cette émission. Est-ce qu'ils ont changé, ces touristes, en quelques années, leur comportement, leurs envies, leurs besoins, ils ont évolué ? Alors moi, je suis chez Campéole depuis 2006 en Corrèze. C'est vrai que je vois une évolution au niveau de l'exigence, au niveau de la demande de prise en charge. C'est vrai qu'ils veulent venir, ne pas se poser de questions, être pris en charge et qu'on leur propose tout un panel d'activités. Alors on voit de plus en plus fleurir des habitats insolites. On pense aux bulles, aux dômes, aux autres cabanes. Est-ce que c'est des offres que vous proposez aussi ? C'est quelque chose qui fonctionne, ça vraiment, qui séduit ? Alors ça fonctionne. Nous, on reste raisonnable, on va dire, dans le côté exotique, puisqu'on se contente des lodges, donc type tente safari. Mais on a également ensuite les mobil-homes qui permettent
d'accueillir les gens même quand il fait un peu plus frais. Et puis on garde une grande place chez Campéole aux emplacements campeurs libres. Alors on a un territoire magnifique, on parle beaucoup de la Corrèze ce matin, mais aussi évidemment la Creuse, la Haute-Vienne. Le tourisme vert, c'est vraiment un atout pour ce territoire qu'est le Limousin. Est-ce qu'il est assez connu, ce territoire, en dehors de notre zone de proche, quoi? Alors je pense que malheureusement on manque peut-être encore un peu de visibilité. Quand on dit aux gens où se trouve le Limousin, mais il faut les aider un peu à nous trouver. Ensuite... Mais... Peut-être un manque de campagne d'affichage, de communication, de choses comme ça? Oui, peut-être. Voilà. Après, je sais qu'il y a des efforts qui sont faits, notamment, il me semble, sur Paris tout récemment. Donc... Est-ce que pour vous, il y a des choses à améliorer sur peut-être tout ce qui se trouve autour des campings, l'activité, l'événementiel peut-être? Voilà, je pense qu'il faut continuer à mettre en avant la région pour accueillir des sportifs, l'événementiel. C'est ce qui nous amène du monde. Il faut continuer à soutenir aussi les associations, les commerçants, enfin tout ce qui fait le tissu en fait du tourisme. Nous, on héberge et après, il faut plein d'activités pour les vacanciers. D'ailleurs, vous en avez fait venir autour de vous. En fait, vous avez pris les choses en main. Comment ça s'est passé? Alors, on a pris les choses en main. C'est vrai qu'au parc de loisirs du Coiroux, ça faisait quelque temps qu'il y avait, il y avait le golf et le camping. Depuis cette année, on a également un prestataire de stand-up paddle canoë et Giro Rando Corrèze qui s'installe, qui propose des randonnées en gyropode tout terrain. En gyropode dans les bois? Voilà, tout à fait. D'accord. J'imagine qu'on ne part pas beaucoup en vacances quand on travaille dans le secteur du tourisme. Ce sera ma dernière question, Lisa. Vous, quand vous partez où? Alors, je ne pars pas très longtemps. J'ai une petite préférence pour la Bretagne, qui est une région verte aussi. Nous, on accueille les Bretons en haute saison et du coup, je leur rends la visite pendant l'hiver. Un dernier message à ceux qui ne connaîtraient pas notre région, qui seraient en train de regarder cette émission. Pour leur donner envie, qu'est-ce que vous diriez? Alors, il faut venir. C'est une région très belle, très attachante. Les gens très accueillants. Moi-même, je ne suis pas corrézienne d'origine, mais je le suis devenue. Merci beaucoup, Lisa Van Brie. C'était donc notre dernière émission de la saison. Avant de nous quitter, sachez que France 3 Limousin vous proposera de nombreuses séries cet été sur les jardins extraordinaires, sur les pierres et légendes, les lieux de baignade, les randonnées, l'occasion de redécouvrir donc notre région. Ce sera dans les journaux. C'est le dernier numéro de Dimanche en politique. Ça a été un plaisir pour moi de parler de la politique au sens large avec de nombreux thèmes de société. Merci pour ça à la rédaction en chef. On se retrouve donc à la rentrée de septembre. Tout de suite, c'est le Flash Info avec Christophe Baudin. Puis Dimanche en politique continue. Francis Letellier reçoit ce matin Aurore Berger qui est porte-parole des députés de La République En Marche. Je vous souhaite avec un peu d'avance un très bel été. Merci de votre fidélité. À bientôt sur France 3 Limousin.